choisi la musique électroacoustique au profit de la musique dite savante? Déjà, le terme musique savante, toutes les musiques sont savantes. Non, j'ai pas choisi en fait la musique électroacoustique. C'est plutôt la musique électroacoustique qui m'a choisi. J'étais déjà musicien dans un groupe de rock et j'étais habitué à travailler avec. Enfin, habitué, c'était tout au début, hein. On avait les premiers synthétiseurs, les premiers. Je me souviens, on avait un mélotron, ce qui était exceptionnel. Un mélotron, c'est comme un orgue, tu vois, et à l'intérieur, il y a des bandes magnétiques et sont des violons qui sont enregistrés dessus. Et quand tu joues, tu déclenches 30 violons, tu vois. Ça, c'était par exemple les instruments de l'époque. Et puis, on avait les premiers synthétiseurs, genre ARP ou encore EMS. EMS, une petite valise, et puis tu pouvais fabriquer des sons électroniques. Et moi, j'étais hyper curieux des sons électroniques. Ce qui m'intéressait, c'était le son électronique, en fait. C'était un peu à la mode à l'époque? Oui, ben, c'était l'époque psychédélique. Okay. On était avec Pink Floyd, on était au début des années 70. Ça vous a beaucoup influencé en fait, les musiques de Pink Floyd, tout ça? Ah oui, complètement, bien sûr. On écoutait toutes les musiques de Pink Floyd, tous les groupes expérimentaux de l'époque. Il y avait Pink Floyd, il y en avait d'autres aussi, je ne me souviens pas de tout le monde. Comment? Les Doors? Il y avait les Doors, mais c'était pas la même chose. Les Doors faisaient du rock, c'est pas pareil. Mais les premiers à avoir ramené des machines sur scène étaient Pink Floyd, bien sûr. Ouais. Et c'était le son électronique qui m'intéressait. C'était pas. J'avais quitté l'univers classique, le conservatoire, ça m'intéressait pas. Je voulais surtout pas être musicien, et puis j'étais pas excellent, quoi. J'étais un peu plus doué pour l'écriture. C'est vrai que j'ai eu un prix de solfège. J'aimais bien écrire. Mais bon, quand tu es dans le milieu rock, tu t'écris pas. Les musiciens de rock jouent à l'oreille, au feeling, c'est pas pareil. Et puis le groupe a splitté en 73. Et je me suis retrouvé tout seul. Et il fallait que je fasse quelque chose. Je voulais continuer, quoi, tu vois. Et puis j'ai commencé à travailler les séquences, tu vois, sur ma guitare, sur un petit orgue que j'avais, un petit synthétiseur, et voilà. Et donc vous avez choisi la musique électroacoustique, et après vous êtes spécialisé en musique minimaliste, c'est ça? Non. Non. D'abord, quand tu dis électroacoustique, ça veut dire il y avait la musique de Pierre Schaeffer, qui était la musique concrète, qui a été créée en 1949. Il y avait également de l'autre côté en Allemagne Stockhausen, qui faisait de la musique électronique. Et ensuite, il y avait donc deux grandes écoles, la musique électronique et la musique concrète. Et en fait, ces deux écoles se sont réunies et on a mis un terme commun pour cette musique qui utilisait à la fois des sons concrets et des sons électroniques, le terme d'électroacoustique. Moi, l'électroacoustique, c'était pas vraiment quelque chose qui me branchait. Ça me branchait pas vraiment parce que on travaillait avec des matériaux naturels, tu vois, des matériaux concrets. Et pour moi, c'était une représentation figurative du son. J'étais déjà aux Beaux-Arts. D'accord. Et donc, ça me branchait pas tellement. C'était pas, pour moi, c'était une reproduction du réel. Alors, même si on transformait avec des filtres toutes ces choses, je n'étais pas vraiment branché. Par contre, ce qui m'intéressait dans la démarche électroacoustique, c'est que les compositeurs travaillaient cette musique comme les peintres. Ils fabriquaient la musique en direct. Et ça, j'aimais bien cette démarche. Mais ce qui me faisait vraiment rêver, ce qui me transportait, c'était donc pas le son figuratif, entre guillemets, hein, c'était le son électronique. Et d'ailleurs, c'était à la fin des années 60, 68, 69, j'avais découvert Messe pour le temps présent, le jerk de Pierre Henry. C'était un indicatif qui passait à la télévision à l'époque, et c'était donc trois accords de rock, et avec des sons électroniques. Et c'était plus dans ce sens que je voulais travailler avec l'électronique. Okay. Donc avec un matériau minimal en fait. Ça, c'est pas encore. Ça, c'est plus tard. Enfin, c'est 74. C'est quand
quand j'étais au Beaux-Arts, j'avançais un peu ma démarche artistique. Une fois, il y a Jean-Claude, Jean-Claude Chevalier, qui était mon prof de peinture, et qui vient me voir et qui me dit qu'est-ce que tu fais? En fait, je bricolais, j'étais pas, tu vois, je savais pas où j'allais, je peignais, j'avais un petit studio que j'avais mis dans les Beaux-Arts, et puis bon, je faisais des choses, mais j'étais pas très. Il vient me voir et puis il me dit, il regarde tout ce que je fais, et puis il avait un air très, très sévère, un mec très très costaud. D'ailleurs, j'étais venu pour lui parce qu'il était vraiment costaud comme mec. Et puis il me dit, il y a Malevich qui a fait le carré blanc sur fond blanc, il y a John Cage qui a fait 4:33 de silence, débrouille-toi, sors-moi un truc à partir de là, t'es musicien, t'es au Beaux-Arts, fais un truc, je trouve quelque chose. Et puis il me dit, regarde du côté du minimal art, mais tu sais, il avait un air très... il y avait beaucoup de caractère, voire du côté de l'art conceptuel, je sais pas, trouve un truc, tu vois plus, il a disparu. Il est parti, tu vois. J'étais là comme un con, carré blanc sur fond blanc, Malevich, tu vois, il me dit John Cage, alors ça bien sûr j'en avais entendu parler, le silence de Cage, je me retrouve, vraiment j'étais emmerdé, quoi. D'un côté on te dit travaille sur le carré blanc sur fond blanc, il y a Malevich, travaille sur le silence, t'es musicien, t'es peintre, qu'est-ce que tu fais, tu vas où, quoi, tu vois. C'est vachement difficile, j'ai déprimé pendant 3 mois. Tu vois, pendant 3 mois, je ne savais plus ce que je devais faire. Et puis, je me souviens, donc Jean-Claude, c'était le genre de mec, tu vois, il venait, il te parlait, il disparaissait, il se marrait, il rigolait. Et puis, il revient 1 heure après, et puis il me ramène des bouquins, il me dit, tu vois, regarde, il y a une exposition de minimal art. Minimal art, qu'est-ce que c'est que le minimal art? Minimal art, tu vois, art conceptuel, qu'est-ce que c'est, tu vois? Il dit, bah ouais, on n'a plus de tableau, plus rien du tout, t'écris, on remplace, il n'y a plus d'objet pictural, tu écris ta démarche, et puis voilà, quoi, tu vois. Donc on parlait de minimal art, mais on ne parlait pas du tout de minimalisme, ça n'existait pas à l'époque, il n'y avait pas de musique minimaliste, personne n'employait ce terme de musique minimaliste, tout le monde, on employait le terme de musique expérimentale, moi je disais que je faisais de la musique expérimentale. Et quand tu étais un peu plus dans les milieux alternatifs, tu disais musique psychédélique. Tu vois, c'était l'époque de la musique psychédélique. Et donc, le minimal art, c'était quelque chose qui se passait, mais on avait peu de documents, on n'avait rien du tout, on ne savait pas vraiment ce que c'était, tu vois, c'était chacun... Ça émergeait juste. Ça émergeait. On essayait de voir, quoi, tu vois. Et encore, j'avais de la chance d'avoir un prof comme lui, qui était vraiment ouvert. Parce que c'était pas le cas, j'étais dans une autre école, j'étais aux Beaux-Arts de Valenciennes, et là on me demandait, tu vois, de peindre suivant des règles, suivant la peinture qui se faisait à l'époque, ce qui m'intéressait pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais quitté l'école, que j'étais allé ailleurs. Mais alors donc on cherchait, et petit à petit j'ai forgé ma démarche, comme ça, sur le minimal art. Et puis progressivement, tu vois, je cherchais à me débarrasser de l'objet pictural. C'est-à-dire que je ne voulais plus de peinture. Et petit à petit, le son, pas la musique, mais le son est devenu un constituant plastique, tu vois, au même titre que la couleur. Tu vois. Et alors j'utilisais déjà la lumière électrique, tu sais, je faisais des installations, j'avais une pièce, je tendais des grandes toiles et j'envoyais dessus un projecteur lumineux. C'était ma peinture. Alors, c'est pas l'objet peinture, hein, c'est pas le tableau, on est dans l'art, déjà c'est le début de l'art contemporain, on va aller vers un nouvel art, enfin la peinture va se transformer, elle va même être évacuée. Par contre, je vais toujours conserver une sensibilité de peintre, c'est-à-dire que je vais toujours aimer avoir la toile tendue sur un châssis, un tableau, un vrai tableau. C'était 2 choses différentes. Ça, c'était d'un côté, j'avais mes tableaux, mais qui n'étaient pas vraiment, ne correspondaient pas à l'art, enfin à ce qu'on mettait en place.
Et puis l'objet peinture, je l'avais évacué par ces grandes toiles où il n'y avait rien dessus, c'était des toiles blanches, j'envoyais un projecteur et en même temps je mettais du son et petit à petit j'ai commencé à faire quelques séquences de musique répétitive, on disait. Un courant qui était il y avait beaucoup de groupes allemands qui faisaient ça. J'écoutais beaucoup de la musique allemande et il y avait Klaus Schulze, il y avait Ashra Temple, il y avait des groupes comme ça qui expérimentaient la musique répétitive. Et moi-même, quand j'étais dans mon groupe de rock en 72, on faisait des choses qui étaient répétitives et puis ça nous plaisait, ça nous branchait. C'était voilà. Et quand j'étais tout seul, donc j'ai repris, si tu veux, toute la démarche donc d'épurer la peinture, d'enlever l'objet pictural est venue en parallèle de cette musique et je me suis dit, je vais prendre quelques sons et je vais les répéter. Et tout s'est mis en place un peu à la fois. Un peu comme une palette en fait. Oui, comme une palette, tout à fait. Alors le son était vraiment devenu ma nouvelle couleur. Voilà. Et vous avez étudié la musique, le dessin, la peinture, la poésie. La poésie, enfin, c'est très éclectique. Ouais, c'était un choix ou... Non, c'était familial, c'était l'éducation. J'ai découvert plus tard que c'était assez particulier, que j'avais eu de la chance, mais mon frère a suivi les mêmes études, ma sœur également, et moi j'ai plus accroché. Mais mon frère est musicien, continue à jouer aussi, pour son plaisir. C'est un mathématicien, mais qui joue, parce qu'on a tous... Et l'architecture aussi, c'était... c'est-à-dire que là, c'est quand j'étais aux Beaux-Arts. Je ne savais pas si... mon père m'avait dit, écoute, fais des études d'architecture dans ce cas-là. Alors, j'étais assez bon, j'aimais bien l'architecture. Et je me disais, je vais continuer. Parce qu'on était... dans la même école. À l'époque, c'était les études d'architecture se passaient en même temps dans la même académie. Donc on avait les mêmes cours. Et puis j'étais très branché par l'architecture. Puis petit à petit, quand j'ai découvert ce qu'était la peinture et comment on pouvait dépasser le stade de la peinture, Malevich, John Cage, enfin toutes ces choses, là j'ai dit ok, je continue dans ma démarche artistique en employant le son, la musique, mes installations et voilà. Mais pour en revenir à ce que tu disais, l'éducation, j'étais obligé là de suivre des cours de poésie, tu vois, ça faisait partie du... J'étais obligé de suivre des cours de dessin, Donc au début, vous étiez un peu... je pense que j'étais formaté tout de suite. Je pense que j'étais... Vous n'avez jamais regretté Ah, jamais. Si je peux donner un conseil à tout le monde, c'est la meilleure éducation que j'ai eue, c'est vraiment... Et puis j'avais aucun... J'aimais bien aller dans mon école de dessin, petite école municipale de Beaux-Arts, là, tu vois, j'aimais bien apprendre à peindre, j'aimais bien apprendre à dessiner, j'aimais bien aller à mon école de musique, apprendre le solfège, apprendre à l'époque, on traçait nos lignes, à porter à l'encre bleue, à l'encre bleue, et puis il fallait pas faire de taches. Tu t'imagines quand tu faisais une tache sur ton papier, tu avais une note, il n'y en avait plus. Ouais. Tu vois, alors, ouais. Croche à la règle aussi. Et puis quand j'avais, je sais pas, 8-9 ans, je faisais des partitions imaginaires, tu vois, des espèces de partitions graphiques. Tu vois, je faisais des dessins en fait avec ma musique. Ouais, c'est génial. En fait, depuis tout petit, vous avez été depuis tout petit. baigné dans tout cet univers et du coup, vous avez pu créer un truc propre. Ah ouais, et mon père était décorateur. Il allait aussi dans des églises, il allait repeindre des statues ou il allait peindre, je ne sais quoi. Il me faisait un cours d'histoire de l'art. Et puis, il me parlait de peinture, de ci, de là. Et puis, petit à petit, c'était vraiment... C'était comme ça. Et quand vous voyez dans l'histoire de la musique, par exemple, Guillaume Dufay qui fait un motet isorhythmique avec le Dôme de Florence de Brunelleschi,
Ça vous passionne du coup? Ah bah oui, bien sûr, ça me passionne et ça me rappelle tout ce que j'ai pu vivre quand j'étais dans mon enfance. Oui, il y a une correspondance en fait entre, par exemple, l'architecture, la musique, Ah, complètement. le dessin. Complètement. C'est comme une sorte d'entité en fait. C'est une entité, c'est un tout. C'est un tout. D'ailleurs, cette séparation entre les arts du temps et les arts de l'espace, oui, bien sûr, il y a séparation, c'est pas la même chose. Mais en même temps, ça va tout le temps dans la même direction, ça se rejoint toujours. Je peux pas concevoir, et idem pour l'écriture, j'écris beaucoup, puisque depuis tout petit, je devais écrire de la poésie, tu vois. Et aussi de la poésie en polonais. Tu vois, ce qui était difficile, tu vois, puisque j'avais une institutrice qui venait m'apprendre à la maison la poésie en polonais, quoi, tu vois. Mon frère avait suivi les mêmes cours aussi. On était vraiment drivé sur ce qu'on devait savoir, la bonne éducation, tu vois, c'était ça. On disait, il faut que tu saches jouer un peu de piano, il faut savoir la peinture, il faut connaître la littérature, la poésie et... De nombreux compositeurs minimalistes sont également intéressés à la musique répétitive. Est-ce que c'est votre cas? J'ai commencé par la musique répétitive en fait. La musique minimaliste n'existait pas, il n'y avait pas de musique minimaliste, hein. C'était une musique expérimentale, une musique psychédélique comme on disait, mais il n'y avait pas du tout de musique minimaliste. Et moi-même je ne connaissais pas, je ne connaissais que le minimal art, et c'est en m'appuyant sur le minimal art que j'ai créé une nouvelle musique. J'ai créé cette musique qui était à base de cellules que j'enregistrais sur des petits magnétophones cassettes, tu vois, parce que j'avais pas les moyens, j'avais plus de 4 pistes, et le 4 pistes appartenait au groupe, donc j'avais plus de gros magnétophones, j'étais au Beaux-Arts, j'enregistrais sur un petit magnétophone cassette quelques notes, sur un deuxième cassette idem, un troisième idem, et puis après je te dis pas, pour essayer de synchroniser, c'était impossible, tu vois, j'ai tout essayé, et c'était impossible à synchroniser. Et donc quand j'envoyais tout, ça faisait un truc qui se mélangeait, qui se décalait, qui faisait plein de choses, et ça m'intéressait énormément. Et d'ailleurs à un point, tu sais, quand on faisait des fêtes d'artistes, tout le monde, on venait, enfin il y avait des copains qui étaient là, on prenait la cassette, on la retournait, on la mettait dans l'autre sens, ce qui fait que tu avais tout le temps quelque chose qui se passait. Voilà. Et on vivait comme ça, quoi. C'était dans cette musique, une musique expérimentale. Voilà. Mais la musique minimaliste n'existait pas du tout. La musique minimaliste n'existait pas du tout. Aujourd'hui, vous vous considérez plus comme un musicien minimaliste? Je fais quelque chose qui a toujours à voir avec le minimal art, ça c'est évident. Mais et avec l'art conceptuel, mais c'est pas le minimalisme tel qu'on le décrit, ça n'existait pas. C'est une musique qui est faite à base de répétition, une musique répétitive. Ouais, voilà. Par exemple, l'Orphéon Jade, c'est très répétitif. Ah oui, Extended Games. Tout à fait. Oui, mais dans Extended Game, on retrouve des boucles aussi, mais ce sont des boucles sur les matériaux sonores, c'est le même principe. Mais à la place d'avoir des notes, ce sont des matériaux sonores qui sont mis en boucle. Il y a beaucoup d'effets d'ailleurs sur cette... Il y a énormément de travail, sur cette pièce. Vraiment, travail énorme. Extended Game, c'est une pièce que j'ai composée aussi comme un tableau. Tu vois, je fais aussi de ce qu'on appelle mixed media, tu vois, sur toile, et une technique mixte, c'est-à-dire que j'ai une très très grande imprimante où je peux imprimer des tableaux, par exemple. Alors ça c'est très utile quand tu fais de la peinture,
tu peux à la fois confronter un univers qui vient des nouvelles machines, d'une imprimante, sur une toile que tu tends sur un châssis, et puis après tu vas retravailler avec de la peinture à l'huile ou avec de l'acrylique, tu vas reprendre les contours, toutes ces choses. Et Extended Games, j'ai travaillé de la même façon, c'est-à-dire que j'ai écrit quelques notes de musique, j'ai donné au violoncelliste, à Jean-Michel. Jean-Michel a joué, je lui ai dit ok, c'est bon, on va faire maintenant, je vais faire tout un travail je vais transformer le violoncelle, je vais faire une trame électroacoustique à partir de ça. Et puis donc, comme ma toile qui est tendue, enfin ma toile que j'ai imprimée. Et puis après, je vais réécrire la partition instrumentale, comme je vais prendre mon pinceau et je vais retourner sur la toile pour reprendre certains contours et donner des matières et ainsi de suite. Et là, c'est ce que j'ai fait pour Extended Game. Donc ça m'a pris énormément de temps. Hein. Énormément de temps. D'ailleurs, je compose pas très vite. Vous mettez combien de temps à peu près Ah ben tu vois, là, ça fait par exemple, ça fait 1 an que je réfléchis à ma prochaine œuvre. Et je pense avoir trouvé depuis 3 semaines. Je pense que je suis sur il me manquait un truc et il me manquait un instrument extra-européen, tu vois. Et donc là, il va y avoir un instrument extra-européen dans cette pièce, 1 ou 2, et ça se met de plus en plus en place dans ma tête. J'écris pas à la table, hein. Je suis pas un compositeur de table, hein. Il faut que tout se passe dans la tête. Et quand j'entends tout correctement, là je vais très vite pour écrire après. Mais ça prend un temps, il y a un temps de maturation, un temps de création qui est très 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 long. Et ça se fait vraiment par des rencontres, ça se fait, la musique se fabrique en voyant des choses, en observant. Et tout ça se fait dans ma tête, tu vois, j'y pense, ça disparaît. Ça revient, et puis quand ça devient vraiment obsessionnel, c'est que là c'est bon. C'est que la musique est prête, tout est bon, et il faut l'écrire. Quels sont les principaux artistes qui vous ont inspiré du début de votre carrière jusqu'à aujourd'hui? Tout petit, c'était Mozart. Ensuite, la grande découverte, ça a été Malevich, John Cage. Et juste avant, c'était les rockers, les Stooges en 1965, 65-66. J'avais un grand frère donc, qui écoutait du rock. Moi, j'avais 11 ans, je sais pas, 10 ans, et puis j'écoutais les Stooges, j'écoutais les Kings, et j'écoutais les Pretty Things, des groupes de rock. Et ça fait partie de mon univers musical. C'est pour cette raison que ma musique pulse toujours. Il y a toujours cette pulsation, c'est l'énergie rock que je veux toujours avoir dans ma musique. Parmi toutes vos compositions, laquelle préférez-vous? Pourquoi? Ouais, c'est pratiquement impossible à répondre, de choisir. Je ne peux pas choisir. Ça dépend des moments en fait. D'accord. Il y a des œuvres que j'aime bien. En ce moment, il y en a 2 qui m'intéressent. C'est une très vieille pièce qui s'appelle Una, qui est pour un seul son de violon, et puis une autre qui s'appelle 3+11, qui est pour des instruments ethniques et de la modélisation physique. Et ce sont 2 pièces méditatives, et je suis plus dans... J'aime bien écouter ces pièces en ce moment. Et est-ce qu'il y a une pièce où vous avez eu beaucoup de difficultés par rapport à d'autres? J'ai aucune difficulté. Ok. Tout est dans la tête. Pour écrire, je n'ai vraiment aucune difficulté. Je sais, ça paraît un peu... Mais j'ai aucune difficulté d'écriture. C'est vraiment... J'écris... j'ai pas de difficulté. Je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés, ou c'est un mystère pour d'autres. Non, moi, je réponds simplement que c'est un travail. C'est pas... La plus grande difficulté, c'est d'organiser dans ta tête toutes les idées. C'est ça, tu vois. Et un jour, ça se met en place. Et quand je te disais que c'était obsessionnel, et puis un beau jour, tout se met bien en place, et tu t'aperçois que tout se relie dans ta tête, et tu n'as plus qu'à écrire. Donc, par exemple, il y a certains musiciens qui ont le syndrome de la page blanche. Ouais. Ah non, ça jamais. Jamais. Vous aidez jamais de votre peinture pour commencer Si. une idée Si. Je me sers de... Alors, pas de l'art, pas de ma peinture sérieuse, on pourrait dire, entre guillemets, mais de ma peinture.
C'est-à-dire quand j'aime bien tendre ma toile, quand j'aime bien prendre mon pinceau, prendre mes huiles, mes beaux pinceaux, tu vois, qui sont nickel, et que je commence à organiser, à structurer la surface. Et c'est là que la musique commence à venir aussi, c'est-à-dire où j'ai déjà une musique qui est dans la tête, et en faisant un tableau, j'ai des réponses. Le tableau m'apporte des réponses. En fait, c'est grâce à toutes vos études en lien avec la musique, le dessin et tout que... Et l'écriture aussi. Et l'écriture littéraire. Que vous n'avez pas de problème pour composer. Ah ça, je sais pas. Enfin... je sais pas. Je sais pas comment expliquer en fait, mais j'ai l'impression qu'avec les différents paramètres que vous avez dans tous les arts, Ouais. Du coup, l'œuvre, elle se compose d'elle-même. Elle se compose presque d'elle-même, tout à fait. Ça, c'est une réalité, oui. L'œuvre se compose presque d'elle-même. Elle se compose. Mais ça, et comme je dis, ça prend du temps. Il me faut beaucoup de temps. C'est le temps de création. Je suis un peu en retrait du monde parce que j'ai d'autres choses dans la tête. Dans votre bulle, dans votre monde. Ouais, voilà, tout à fait. Ouais. Je suis en retrait, quoi. Je suis ailleurs. Je suis en train de penser, réfléchir. Je ne dors pas. Je vais avoir là où d'autres vont me dire, mais enfin. C'est pas sérieux ce à quoi tu penses. Et pour moi, c'est très très sérieux, quoi. C'est quelque chose, c'est vital, hein. C'est quelque chose de. C'est une question de vie ou de mort. Hein. C'est vraiment, faut y parvenir, quoi. Il faut y arriver. Donc tout ce qui est quotidien, domestique, je suis en dehors de tout ça, quoi. J'ai d'autres des problèmes très très sérieux pour. Il faut que je réussisse à combler 3 secondes ou 4 secondes. Faut que j'arrive, quoi. Faut que j'arrive à passer de mes 4 secondes à mes 7 secondes de façon sérieuse, quoi. Et c'est une question de vie ou de mort. Et est-ce que vous pensez qu'avec la correspondance entre principalement la musique et le dessin, la peinture, est-ce que vous pensez qu'on peut, en écoutant une musique, imaginer le tableau, qu'il y a vraiment une substitution qui se crée? Ah oui, non. Non, il n'y a que moi qui peux voir. C'est deux mondes différents. C'est deux mondes qui vont dans la même direction, mais ce sont deux mondes différents. Il n'y a que moi qui peux le savoir, les symboles cachés, enfin toutes ces choses. Et quand j'explique aux musiciens, par exemple, aux musiciens, je donne souvent des images de tableaux, je leur parle de peinture. Et je m'aperçois qu'ils comprennent d'ailleurs beaucoup mieux. Ils s'ouvrent un champ et il y a une meilleure compréhension de la partition. Donc je leur tiens un discours sur la peinture en général pour éclairer la partition et donc le jeu instrumental. Mais il n'y a pas une correspondance comme ça directe. Hein. Enfin, ça peut pas se substituer, ça peut pas. Non, ça non. Aujourd'hui, vous vous considérez plus comme un musicien minimaliste? Je fais quelque chose qui a toujours à voir avec le minimal art.
Ouais, alors là, à propos de ce terme minimalisme, il y a un gros problème, parce qu'en fait, on définit la musique minimaliste comme étant une musique tonale qui est pulsée régulièrement. C'est une définition qui est totalement déconnectée des idées du minimal art. Moi qui ai participé au minimal art au début des années 70 et qui continue à être un acteur aujourd'hui, même si c'est passé de mode, je peux dire que la musique minimaliste, au sens du minimal art, c'est-à-dire une musique qui prend ses racines dans le minimal art, n'a rien à voir avec cette définition de tonalité ou de pulsation. D'ailleurs, on cite souvent Lamont Young comme pionnier de la musique minimaliste. Or, la musique de Lamont Young n'est pas du tout tonale. C'est là une grande contradiction. Moi-même, dans mes pièces du début des années 70, je ne me réfère pas du tout à la tonalité, j'emploie même la microtonalité. J'emploie la microtonalité parce qu'elle est rendue plus facile avec le son électronique. Si on transpose ou qu'on développe les idées du minimal art dans la musique, le minimalisme musical, c'est quelque chose de bien plus complexe que la seule utilisation de la tonalité ou encore de la pulsation. Je ne comprends pas, moi, qu'on ait utilisé le terme de musique minimaliste pour une musique qui n'en est pas. Que des compositeurs réintroduisent la tonalité dans leur musique, c'est leur affaire. Mais ça démontre aussi leur méconnaissance totale du minimal art et de sa philosophie. Même si certains ont côtoyé quelques artistes du minimal art. La musique minimaliste n'est pas un produit qui se bat contre une musique atonale. Et puis, une musique atonale peut très bien être aussi une musique minimaliste, parce qu'il n'y a rien qui s'y oppose, je l'expliquerai après. Une musique minimaliste, pour avoir ce nom, doit porter en elle l'écriture technologique. Elle ne peut se faire sans les technologies des années 70 ou celles de maintenant. Car les technologies ou le fer industriel, F-A-I-R-E, sont au cœur de la problématique du minimalisme et du minimal art. Le minimalisme en musique est pour moi une suite et le développement des idées du minimal art vers le son, puis la musique. On peut parler de transposition. Alors, c'est quoi le minimal art? Le minimal art est un courant de l'art contemporain qui est né principalement aux États-Unis à la fin des années 60, au milieu des années 60. Mais en France également, il y a des peintres qui commencent à toucher de près ou de loin cet univers. Alors, on dit que c'est un philosophe, Richard Vollheim, qui a employé pour la première fois ce mot de minimal, mais en fait c'est David Burliuk, qui est un peintre russe, et qui emploie déjà ce mot en 1929 concernant la peinture de John Graham. Et puis d'ailleurs, j'ai lu récemment que Hartmut Oberndorf en parle dans son livre Minimalism, Designing in Search of Minimalism. Le minimal art interroge la peinture dans son rapport à l'espace. C'est un nouveau rapport qu'il crée à l'espace. C'est-à-dire qu'il fait sortir la peinture de sa bidimensionnalité, de sa surface plane, en abordant la troisième dimension, mais sans pour cela être une sculpture. C'est-à-dire qu'on a des objets, bien souvent industriels, et c'est là qu'interviennent les technologies de l'époque pour la fabrication de ces objets. Des objets, donc, qui vont participer à la création d'un nouvel espace. Dans une expo de minimal art, on voit des objets qui ne sont ni de la peinture, ni de la sculpture, c'est autre chose. Et dans ce sens, le minimal art élargit le champ de l'art en créant des espaces où le spectateur se trouve confronté à une nouvelle réalité spatiale. Un peu comme s'il était dans un autre monde. Un autre monde qu'il questionne dans son rapport justement à ce nouvel espace. Comme l'espace est occupé, que ce soit au sol, au plafond ou dans l'espace même,
Le spectateur a la possibilité de regarder les œuvres sous différents angles. C'est-à-dire qu'on circule aussi entre et autour des œuvres. Alors, c'est pas du tout anodin, car c'est une façon de convoquer le regard pour avoir une multiplicité d'angles de vue, ce qui permet donc d'avoir différentes analyses. C'est quelque part une façon de rompre avec l'analyse unique. C'est aussi une remise en cause de la pensée unique face à l'œuvre d'art. Le minimal art touche aussi par sa temporalité et l'occupation de l'espace, la perception du regardeur. Et en fait, il interroge le spectateur sur une autre réalité du monde. Un peu comme les constructivistes et les suprématistes pensaient à la construction d'un nouveau monde. Il s'agit de l'utopie d'un monde communiste. D'ailleurs, cette dimension politique est commune à ces deux mouvements artistiques. Il faut rappeler que le minimal art naît dans un contexte d'effervescence intellectuelle qui est très critique envers la société. Il faut transformer l'art, la vie, le monde, il faut rejeter les musées où s'entasse l'art du passé, il faut trouver de nouveaux lieux d'exposition, de nouvelles façons d'exposer, de présenter les œuvres. Moi-même, j'étais engagé au PCF, car ces grandes idées sociétales de transformation de l'art, du monde, de la vie que posait le minimal art m'intéressaient vraiment beaucoup. Il y a aussi une volonté pour que le spectateur soit acteur de l'œuvre. Lorsque dans les années 80, je mets mes draps au sol, rue de Béthune, j'invite les gens à se questionner. Les gens peuvent marcher sur mes draps peints, peuvent circuler autour, c'est une question que je leur pose. Je les mets face à une nouvelle réalité de l'œuvre d'art, qui est plus du tout accrochée à un mur. Alors, le minimalisme en musique, tel que je le conçois, c'est-à-dire comme étant réellement le pendant du minimal art, et non pas cette musique tonale américaine, cette musique minimaliste interroge, elle aussi par l'arrivée des synthétiseurs, puis des échantillonneurs, une nouvelle réalité sonore. Et elle pose la question du devenir de la musique. On ne peut plus faire de la musique comme avant avec ces nouveaux instruments. Alors, quelle sera notre nouvelle musique? Quels seront ces nouveaux sons? Quels seront nos nouveaux bruits? On peut extrapoler, c'est Jacques Attali qui dit qu'on peut deviner l'économie d'une société rien qu'en écoutant ces bruits. Oui, c'est sûr. Mais quelle sera donc notre nouvelle économie avec ces nouveaux sons? C'est une grande question. En tout cas, ce n'est pas l'économie à laquelle j'avais pensé. On a donc des synthétiseurs qui vont à la fois permettre de reproduire des instruments traditionnels, mais aussi d'en créer de nouveaux. Comment va donc évoluer la musique? C'est là que le minimalisme pose une grande question à l'univers des sons. On est vraiment face à une nouvelle réalité sonore qui petit à petit va s'intégrer dans le monde instrumental, ou qui va faire sortir le monde instrumental de son espace traditionnel. Tout comme les objets du minimal art vont faire sortir la peinture de son cadre. C'est donc l'instrumentarium classique qui est élargi à de nouveaux sons. Il s'agit réellement d'une nouvelle dimension de la musique, à l'identique du minimal art, qui élargit la bidimensionnalité picturale. Le minimalisme musical peut donc se définir comme une ouverture vers un autre monde musical, fait avec ces nouveaux instruments de musique électronique. Puis, vers la fin des années 70, avec l'ordinateur, les nouvelles technologies. C'est le concept du réel différencié que le minimalisme amène dans le champ musical. Et ce réel différencié nous conduit directement à une société virtuelle aussi. Et on la connaît, cette société virtuelle, puisque aujourd'hui on y vit dedans. Il faut aussi la construire. On la construit comment? C'est là tout le problème. C'est aussi ça le minimalisme en musique. Enfin, c'est surtout ça. Non? Il y a donc, comme dans le constructivisme, l'idée d'un autre monde.
Chez les constructivistes, avec l'ère industrielle, il y a une vénération de la machine. Tout comme dans le minimal art, il y a cette idée de la fabrication industrielle, d'une nouvelle société qui multiplie ses produits aussi. Et en musique, la fabrication de nouveaux instruments qui vont à la fois reproduire des sons, en créer de nouveaux, mais qui vont aussi devenir des instruments aussi courants qu'un ordinateur aujourd'hui. De nombreuses personnes ont chez elles un instrument de musique numérique. Il y a donc là aussi une démocratisation du son, et donc de la musique aussi. C'est réellement une grande nouveauté, mais c'est aussi une grande question quant à ces nouvelles technologies, qui ont débuté donc avec les technologies analogiques des années 70. On est là dans des questions fondamentales que pose le minimalisme ou le minimal art à la société. Si tout le monde ne peut pas composer, tout le monde peut aujourd'hui faire de la musique avec des ordinateurs, comme tout le monde peut faire une composition graphique minimaliste avec un ordinateur. Ça, c'est la question du minimalisme à travers ces nouveaux outils technologiques. Depuis une dizaine d'années, on peut faire de la musique aussi à plusieurs sur Internet, se réunir sur le net et faire de la musique. Alors, c'est pour cette raison que je dis qu'il ne peut pas y avoir de musique minimaliste sans les technologies, car ces technologies sont au cœur de la problématique que soulève le minimalisme, et ce, depuis les constructivistes et les suprématistes. C'est aussi pour cette raison que le minimalisme, même s'il est le dernier courant moderniste, le minimalisme s'est parfaitement intégré à la modernité et il la réveille par ces questions actuelles. Le minimalisme musical, ou le minimal art, porte dans son esthétique et dans sa philosophie les grandes questions sociétales actuelles, comme celles dont parle le philosophe Bernard Stiegler, pour une politique des technologies de l'esprit. C'est d'abord tout ça le minimalisme, en peinture comme en musique. On ne peut pas réduire le minimalisme à la tonalité, à la pulsation. C'est bien plus complexe que ça. C'est quelque chose de très sérieux. Alors maintenant, quels sont les constituants plastiques du minimal art ou les constituants formels du minimalisme musical? Alors, comme on est dans cet univers technologique et industriel chez les constructivistes, eh bien, l'élément principal sera celui de la sérialité, l'utilisation de la répétition, l'économie des moyens dans sa conception. Dans le minimal art, on va répéter des figures géométriques pour structurer un plan ou un espace, comme Sol les 8 ou Carl André, ou encore le groupe BMPT avec Buren et ses copains. On peut dire que c'est le premier groupe minimaliste français. Également Support Surface, Viala qui va répéter sa forme de haricot. Eux sont des marxistes. Bon. Buren répète ses bandes rouges. Viala répète sa forme. Hein. Carl André répète ses plaques de métal. Sol les 8 répète ses lignes. En musique, le minimalisme se traduira par la même économie des moyens. C'est-à-dire qu'on va répéter des figures, des mesures, pour structurer l'œuvre musicale. La musique répétitive est donc le minimalisme. Il n'y a pas de séparation possible. C'est le même procédé que dans le minimal art. On répète les figures, plastiques ou musicales, pour créer une nouvelle œuvre. Ensuite, on peut introduire la variable dans la répétition. Ça, c'est une autre affaire. On va complexifier la polyrythmie, et si on a comme ce que je fais. Mais en fait, c'est pour mieux ordonner. En fait, je vais faire jouer l'ordinateur, ou auparavant le séquenceur, en même temps que les musiciens. Et tout cela contribuera à mieux ordonner la polyrythmie. Il y a également un autre point. C'est pas anodin que d'utiliser la répétition. La répétition, c'est aussi cette idée d'uniformisation du monde, où tout est uniforme. On rejoint là encore le caractère critique et politique du minimal art. On dénonce une société industrielle et ses catastrophes humaines, tout comme on dénonce aussi maintenant une société technologique
qui voudrait nous formater. Alors, on ne peut pas se passer de cette société technologique, mais quelque part, il faut faire attention. Pour Malevich, qui fait la première figure minimale, hein, le carré noir sur fond blanc, c'est quelque chose de très minimaliste. Cette économie des moyens, c'est la 5e dimension pour lui. Il ne faut pas oublier que c'est Malevich qui va inspirer les constructivistes auxquels se réfèrent les artistes du minimal art. Malevich va également parler de la 4e dimension, qui est la fusion du temps et de l'espace. La fameuse théorie du mathématicien Ouspensky. Ces deux idées fortes font partie aussi des problématiques du minimal art et de la musique minimaliste. Hein, la fusion du temps et de l'espace qu'on peut percevoir dans une exposition de minimal art, ça perturbe le regardeur jusque dans son espace intime. Il y a toujours une temporalité lente dans une exposition minimale. Parce que dans les œuvres, il y a le déterminé qui côtoie l'indéterminé. C'est comme s'il y avait quelque chose de caché, de secret, comme si le temps se mettait en réserve dans cet espace. Et c'est quoi cette fusion du temps et de l'espace? C'est tout simplement notre Internet. Hein, on est voisin du mec qui habite à San Diego, on lui écrit, on lui envoie un email, il répond, enfin bon, avec le décalage horaire, bien sûr, mais on est voisin du mec qui habite à Berlin, ça va très vite. Donc on voit bien avec cette problématique que la tonalité n'a rien à voir avec le minimalisme. Le concept de la fusion du temps et de l'espace n'a rien à voir avec la tonalité. Il y a également une économie des moyens dans l'instrumentarium. Quand je fais jouer une pièce pour orchestre, j'ai introduit aussi des musiciens maintenant virtuels. Les musiciens réels jouent avec leur double technologique. Il y a une économie des moyens dans le nombre total des musiciens. Là où il aurait fallu 30 musiciens, j'en emploie 12. Et les autres sont joués par l'ordinateur. Et ce résultat qui est aujourd'hui possible, technologiquement, c'était la grande question de l'élargissement de l'instrumentarium au son électronique des années 70. Là encore, on est dans ce réel différencié. Et une fois de plus, on pose un regard sur cette nouvelle société technologique. Alors, avec ce que je dis là, on est vraiment très très loin de la définition du minimalisme tel qu'il est donné maintenant. Lorsque j'entends parler des compositeurs dont on dit qu'ils sont les pionniers de ce mouvement, d'ailleurs, au passage, on oublie Ravel pour la répétition, Satie pour l'économie des moyens. Ces compositeurs référents font bien souvent remonter l'origine de leur musique à des modèles culturels religieux. Des lamentations, ou encore une spiritualité quelconque, ou parlent d'une recherche, je ne sais pas quoi, enfin bon, un spirituel. Et ça n'a rien à voir avec les origines du minimal art. Malevich, lorsqu'il expose son carré noir, donc la première figure minimale, il l'expose pas sur un plan, sur un mur, mais il expose son carré noir dans l'angle d'une pièce, à la place de l'icône sainte, qu'il décroche. Hein, auparavant, enfin, on expose les icônes dans les angles. Il ne faut pas oublier que l'icône est aussi en perspective inversée, elle se projette. Hein. Donc là aussi, il y a l'espace. Et Malevich décroche l'icône sainte et met à la place son carré noir. C'est la création rationnelle de l'homme qui remplace toute idée de croyance ou de mysticisme ou encore de spiritualité. Et Donald Judd dit aussi qu'heureusement les religions sont terminées. Ce qui importe, c'est la création raisonnée, mais en aucun cas un modèle religieux ou spirituel. C'est tout le contraire. À propos de Ravel qui fait son boléro, il faut rappeler qu'il s'agit de la première musique répétitive, ou encore Satie, qui lui, avec ses vexations, aborde l'économie des moyens, ou encore l'architecte Ludwig Mies van der Rohe avec Less is More, ou Malevich, qui est russe. Le minimalisme prend bien ses sources en Europe. C'est donc pas une spécificité américaine.
minimalisme est d'une spécificité européenne. Le minimal art débarrasse toute idée d'ornement, de stylistique maniériste, ou encore de narration ou d'illusion. Il en est de même pour la musique minimaliste qui se débarrasse de toute narration et de toute idée d'ornement, de modulation, de tonalité, enfin tout ce qui pouvait caractériser la musique classique. Si je fais un parallèle avec Donald Judd, Judd veut se débarrasser de tout illusionnisme dans ses sculptures. D'ailleurs, je pense à la tonalité, à la musique atonale. Une œuvre atonale peut très bien être minimaliste, pourvu qu'elle emploie, et surtout qu'elle emploie, les nouvelles technologies et l'économie des moyens. Et qu'elle voit aussi le rythme comme une manifestation de la vie au sens malévitchéen. On vit bien dans une société qui est désormais rythmique. Alors, avec toutes ces explications, on est vraiment très très loin de la définition qu'on donne actuellement du minimalisme en musique. Cette définition de pulsation, de tonalité, n'a rien à voir avec le minimal art, dont on dit qu'il est le pendant. On n'a qu'à parler de cette musique comme une musique consonante, et voilà, il n'y a aucune honte à faire de la musique consonante. Mais il ne faut pas la faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Cette musique n'est pas progressiste, elle ne porte pas en elle toutes les réflexions philosophiques du minimal art, c'est le contraire. C'est pour cette raison que j'affirme et que je reste un artiste du minimal art qui ne cesse d'interroger la musique et ses sons, et que je fais de la musique minimaliste, mais au vrai sens du terme. Je ne trahis pas les idées qui sont toujours actuelles du minimal art. Je ne fais pas de la marchandise musicale. Alors, ce que j'espère, c'est que des universitaires feront les recherches nécessaires pour remettre un peu d'ordre dans le minimalisme musical et arrêter cette confusion entretenue, en fait, autour de la musique dite minimaliste. Hein, on entretient une confusion, en fait, pour mieux vendre une esthétique aussi. On identifie une esthétique comme un produit pour mieux la vendre, et donc après voilà. Je vais m'arrêter là, mais il y a encore mille choses à dire. Être un artiste minimaliste aujourd'hui, c'est résister face au fétichisme de la marchandise. C'est entrer en résistance contre les esthétiques captées par les industries culturelles qui contrôlent le comportemental à des fins consuméristes. C'est la grande thèse de Stigler, et il a complètement raison. Être un artiste minimaliste aujourd'hui, c'est une posture intellectuelle en faveur de la connaissance pour tous et de la réinvention de la création. C'est tout cela le minimalisme. On est à 10 000 lieues, mais vraiment à 10 000 lieues de ce qu'on raconte sur Internet à propos du minimalisme musical. Je me bats contre le fétichisme de cette marchandisation musicale.